Bonjour à vous, professeur Banoubari. Le plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Mirador. Bonjour. Bienvenue. Alors, moi, d'entrée, une question sur le format de ce débat d'orientation constitutionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la meilleure formulation possible qu'on aurait pu donner à ce débat, à cet exercice qui semble quand même être nouveau, sauf erreur de ma part. Pour vous, quel aurait pu être le format qu'on pouvait donner à cet exercice? Écoutez, il y a eu une première rencontre qui réunissait essentiellement des experts de très haut niveau. Il y a cette rencontre aujourd'hui, depuis quelques jours, où les gens viennent faire des propositions. Les gens n'ont pas besoin de justifier leurs propositions, chacun fait sa proposition. Peut-être qu'il doit y avoir une troisième phase qui sera plus structurée et probablement qui va permettre d'entrer dans le détail de la rédaction de la Constitution en elle-même. Ouais. Je sais que les Guinéens sont très dubitatifs et parfois ils veulent de bonnes choses et rapidement. Pour ma part, quand je regarde ce qui se passe actuellement au débat constitutionnel, je dis c'est la parole qu'on libère. Et on donne à des entités qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole sur un sujet important. Dans l'histoire des constitutions de la Guinée, depuis 1958, Ouais. les constitutions de la Guinée ont toujours été rédigées entre quatre murs, par des spécialistes. Jamais la population n'a été associée ou les corps constitués associés de cette façon. Ouais. Il faut donc se féliciter de la possibilité offerte et de la liberté accordée aux uns et aux autres de dire ce qu'ils veulent et en même temps proposer qu'il y ait une troisième phase qui soit plus structurée, plus constructive et qui permette d'aller de l'avant dans l'écriture de la nouvelle constitution. Troisième phase qui pourrait s'organiser de quelle manière? D'abord, il faut faire une synthèse de toutes les communications pour déterminer les axes sur lesquels les gens sont d'accord, les axes de contradiction majeure et les axes spécifiques. Quand vous écoutez, naturellement, les personnes âgées, quand elles sont venues, elles ont parlé des personnes âgées. Ouais. C'est normal. Si les femmes viennent, elles vont parler de la problématique des femmes. Ouais. Les magistrats sont venus, ils ont parlé des problèmes propres à leur corporation. Mais il faut ce travail-là, qui est un travail d'écriture, de synthèse, de l'ensemble des communications qui ont été faites. Ouais. Ce travail va permettre à une autre équipe de pouvoir maintenant se réunir avec des gens qui connaissent la chose et qui sont capables de transformer les idées qui ont été exprimées là où se dégage une tendance majoritaire. Bien. C'est une orientation qu'il ne faut pas écarter ou mettre de côté. Ouais. Voilà grosso modo ce qu'il est possible de faire. Bien. Allez, Talibé, pour entrer de plein pied dans cette interview. Alors, professeur, dans certains pays qui ont connu des coups d'État comme au Burkina, la constitution a simplement été suspendue. Mais il se trouve qu'en Guinée et au Mali, on parle carrément de l'écriture d'une nouvelle constitution. Alors, de votre constat, qu'est-ce que les Guinéens et les Guinéennes reprochent-ils concrètement, objectivement, aux anciennes constitutions guinéennes pour qu'on en arrive à en proposer une nouvelle constitution? À vouloir en écrire une nouvelle. Oui, alors si vous regardez
lorsque le CNT est revenu de l'intérieur du pays, ce qu'ils ont communiqué dans leur rapport, c'est de dire que la population reproche au système politique qui résulte des constitutions deux éléments. Oui. Un, la toute-puissance du président de la République ou la grande puissance du président de la République. Et le deuxième, le nombre élevé de partis politiques qu'il assimile à de l'exacerbation de la question ethnique. Bien. Quand vous regardez les corps constitués qui se sont exprimés, il y a d'autres facteurs que les Guinéens semblent reprocher aux anciennes constitutions. Ouais. Parmi ces éléments, c'est le fait que le droit d'être candidat aux élections législatives et présidentielles soit réservé exclusivement aux partis politiques. Ouais. C'est le fait que les députés, dans leur très grande majorité, ne soient pas élus directement par la population, mais par le truchement d'une liste du parti. Et puis, l'autre élément, c'est, parmi les critiques que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire. Grosso modo, quand on regarde les critiques, on se dit, voilà grosso modo les grandes critiques que l'on rencontre dans les propos des uns et des autres. Bien. Professeur Alpha Amadou Bano Barry, éminent sociologue et enseignant, ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Notre invité en ce jeudi, donc pour coller à l'actualité de ce débat d'orientation constitutionnelle au CNT. La suite avec vous, Lincoln. Oui, professeur, beaucoup estiment que la Guinée a de bonnes lois, y compris la Constitution de 2010. Le seul problème de la Guinée serait le fait, en tout cas, de contourner ou de ne pas appliquer les textes. Et quelle est votre part de vérité dans ça? Oui, alors, j'ai entendu ça souvent, et parfois par des gens, disons, de très haut niveau. Je vais donner deux réponses. La première, elle est terre à terre. La seconde est académique. Celle qui est terre à terre consiste à simplement dire que si c'est la Constitution qui est bonne, si nos constitutions sont bonnes, ce sont les Guinéens qui ne sont pas bons, c'est grave. Ça veut dire que depuis 1958, il n'y a pas de bons Guinéens. Je pense que c'est quand même trop dire que de considérer que tous les Guinéens, depuis 1958, nous ne sommes pas suffisamment bons pour pouvoir appliquer. Académiquement, on a deux façons en sociologie de raisonner. Oui. On raisonne de façon holistique, c'est-à-dire que l'individu est le résultat de son environnement, qui exerce sur lui une pression qui fait qu'il se comporte d'une certaine façon. Et deuxièmement, on a une analyse individualiste qui part de l'hypothèse que si l'individu est l'acteur, c'est lui qui détermine la façon de faire. Mais quand vous regardez très bien, certaines des choses que l'on reproche aujourd'hui au système politique, ouais, ça provient de nos lois. Je pense qu'il ne faut pas le nier. Je ne dis pas que ceux qui nous ont dirigés sont bons. Mais attendez, la toute-puissance du président vient de quoi? De l'article 25 de 1958, qui dit que le président nomme à tous les emplois civils et militaires. Et personne n'a jamais changé ça. En 2010, la Constitution a voulu réduire cette puissance. Ils ont introduit la possibilité que le Premier ministre nomme à des emplois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont laissé à une loi organique le soin de déterminer le champ de nomination du président et le champ de nomination du Premier ministre. Cette loi organique n'a jamais été prise. Oula. Alors qu'il aurait été très simple pour le CNT à l'époque de
de prendre cette loi organique avant même l'adoption ou après l'adoption, puisqu'il n'y a jamais eu de référendum par rapport à cette constitution. Aujourd'hui, tout le monde se plaint qu'il y a beaucoup de partis politiques. 185 reconnus, et probablement sur les tuyaux, il doit y avoir une cinquantaine de partis politiques. Pourquoi il y a autant de partis? Mais c'est la Constitution de 1990. Qui consacre le multipartisme. Non, pas simplement ça. L'article 3 de cette Constitution dit que seuls les partis politiques présentent aux élections nationales. Et la Constitution prévoit que 2 tiers des députés sont élus sur une liste nationale. En réalité, si vous voulez, vous, M. Lincoln, vous voulez devenir député, vous avez le choix entre 2 alternatives. Vous adhérez à un parti ou vous en créez un parti. Quand vous adhérez, vous n'avez aucune certitude que vous serez député. Parce que chaque leader connaît son poids électoral réel. En fonction de vos relations, il peut vous positionner à un niveau où vous ne serez pas élu. Pour qu'il vous positionne au niveau où vous serez élu, il faut que vous soyez très bon Nyarimaha avec lui. L'aboutissement, c'est que tous ceux qui veulent devenir députés et qui ne veulent pas rentrer dans un parti politique, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un parti. Remarquez, M. Lincoln, la quasi-totalité des leaders des partis politiques créés tout dernièrement ne se présentent jamais à l'uninominal. Le seul qui a tenté l'expérience, c'est Abbé Sylla. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu l'élection. Ils se présentent tous sur la liste nationale. Parce que le système électoral que nous avons, le mode de scrutin que nous avons, permet en réalité, lorsque les grands partis se sont partagés le gros du butin, que les petits puissent manger le menu fretin. L'aboutissement, c'est qu'on a voulu délibérément qu'il y ait une pluralité de partis politiques. Si on ne voulait pas qu'il y ait une pluralité de partis politiques, mais c'est très simple. C'est le mode de scrutin qu'on change. Mais tout le monde le sait. Allez, bien des choses à dire avec professeur Bano Bano. C'est un délice de l'écouter. Et voilà, je vous recommande donc d'être très nombreux à revenir et à capter l'antenne du film, à être sur nos canaux digitaux. On revient dans quelques minutes pour continuer ce débat assez intéressant. Donc avant de revenir dans le plan d'interview, forcément vous avez un mot pour ces compatriotes qui pensent que parce que vous avez soutenu, vous aurez soutenu le 3e mandat d'Alpha Condé suite à parce que certains qualifient de tripatouage constitutionnel, que vous n'avez pas droit, à prendre part à ce débat, que vous ne devez plus avoir voix au chapitre. En fait, ils auraient pu dire que j'ai le droit de mourir. Ça aurait été beaucoup plus simple. Aussi longtemps que je serai vivant, je prendrai la parole pour dire ma part de connaissance sur les phénomènes qui me sont présentés. Je pense que le 3e mandat est déjà derrière nous. Je m'imagine si après, j'étais conseiller du président au moment du 3e mandat. C'est au mois de juin 2020 que j'ai été nommé ministre. Imaginez-vous que je démissionne de mon poste parce que je n'étais pas d'accord avec le 3e mandat. Après la démission de M. Yero, de l'enseignement supérieur. Les mêmes personnes qui ont envoyé ça auraient dit les Peuls sont des traîtres. Yero et Bano sont tous des Peuls et ils ont abandonné le navire parce qu'il y avait de la difficulté. J'assume ma responsabilité d'avoir été ministre du professeur Alpha Condé. Bien. J'en suis fier, je le revendique. Et j'assume ma responsabilité dans les charges ministérielles qui m'ont été confiées. Maintenant, ils peuvent faire une pancarte et mettre sur tous les carrefours. J'assumerai personnellement cela.
Très bien. Oui, Oui, Camille. docteur, tout à l'heure, vous parliez, professeur plutôt, vous parliez des partis politiques. Peut-être avant, parce que Mamadou dit... mais ok, bien. Je pense que vous êtes sur la même lancée alors. Exactement. Bien. L'essai que vous avez publié récemment, intitulé Quel régime pour la Guinée, vous proposiez donc un modèle de rationalisation donc, des partis politiques. Vous dites qu'il y a deux modes, soit par celui direct ou celui indirect. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu exactement? Alors, vous savez, la Guinée est spécialisée dans les fausses solutions aux vrais problèmes. Ouais. On crée un problème, c'est nous, par nos constitutions, celles de 90, qui avons encouragé la multiplicité des partis politiques. Je l'ai déjà dit. Oui. Tout le monde veut que l'on réduise le nombre de partis politiques. Il y a deux possibilités. Soit par la voie directe. Cela signifie que dans la nouvelle constitution, on dise en Guinée, il n'y aura que 2 ou 3 partis politiques. Ok. Si on le dit, il y a 180 partis politiques actuellement. Ça veut dire que les 180 sont dissous. Ouais. Quelle est la règle de la reconstitution des 3 nouveaux partis? Comment on va procéder? Quel est le mode d'organisation qui va conduire à la naissance de ces 3 partis? Lorsque quelqu'un fait une proposition, il doit s'assurer d'avoir tous les éléments de la mise en œuvre. Sinon, sa proposition, c'est une parole en l'air. Et puis, j'ajoute une chose. Si la proposition de dissolution, de constitution de 3 partis venait du RPG, de l'IFDG ou de l'IFR, ça aurait été beaucoup plus simple encore. Parce qu'ils ont une base électorale forte. Imaginez-vous, nous sommes ensemble ici, on est 7. On s'arrête pour dire on fait 100 mètres. Aboubakar est à 90 mètres. Il lui reste 10 mètres. Lui, il est à 80. Lui, il est à 70. Lui, il est à 60. Lui, il est à 40. Lui, il est à 30. Moi, je suis à 0 mètre des 100 mètres. Et je dis, revenez, on va recommencer la course. Est-ce que vous allez accepter? Non. Vous avez des partis politiques qui ont déjà une existence, un label. Parce que vous savez, un parti politique, c'est comme la marque d'une marchandise. Quand il y a un label, il y a un nom, regardez toute la bataille, c'est comment je récupère le parti. Ouais. Pourquoi? Parce que le label... Écoutez, quand le Guinéen parle de la boîte de lait non sucré, il appelle quoi? Il appelle Gloria. Gloria, c'est une marque. Ouais. Ce n'est pas du lait non sucré, c'est le nom Frigidaire. C'est le nom d'une société. Donc, ceux qui proposent ça, en fait, ils ont un problème. Ils se disent qu'il y a trop de partis. Et que ces partis font en sorte que la question ethnique soit exacerbée. Et il dit, la solution, c'est d'avoir 3 partis. Si vous voulez avoir 3 partis, mais c'est très simple, vous changez le mode électoral. Le scrutin majoritaire a pour effet la réduction des partis qui vont accéder au pouvoir. En Sierra Leone, à côté, vous n'avez que 2 partis qui arrivent au pouvoir. Oui, effectivement. Il y a plus d'une quinzaine. Au Ghana, vous avez plus de 25 partis. Au Nigeria, vous avez plus d'une vingtaine. Mais vous n'avez que 2 partis. Parce que le mode électoral qui est mis en place finit par favoriser. Les gens pensent qu'aux États-Unis, il y a 2 partis. Ce n'est pas vrai. Changeons le mode de scrutin. Et le problème est réglé. C'est-à-dire que chacun a le droit de créer un parti. Il va battre campagne. Il va aller aux élections. Il va perdre. Quand il va perdre, il va se rendre compte, après une élection, 2 élections, 3 élections, il n'a plus de soutien, il n'a plus les moyens. Il va aller retrouver un autre parti, ils vont être en coalition. Ouais.
le problème il est réglé. Le droit n'a pas été brimé, c'est-à-dire le droit de créer un parti n'a pas été enlevé. On n'a pas dissous un parti, mais on a mis en place un mode électoral qui fait que tu finis par t'associer à d'autres pour pouvoir exister. Bien. Le problème est technique et il est simple. Il est Le problème des Guinéens, c'est que quand ils ont un problème, avant de faire des propositions, ils ne lisent pas. Lire, parce que les réponses se trouvent dans la documentation. Tout à fait. Oui. Pour aller un peu dans le même sens que vous, le docteur Issaka Souaré a justement proposé, par exemple, que pour aller aux élections législatives, qu'un parti politique ait une certaine place au niveau des communes et que cela aussi, pour la participation aux élections présidentielles, soit subordonné à l'acquisition de places à l'Assemblée. Est-ce que vous êtes pour des formats comme ça? Écoutez, je vous dis, Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. je vais vous dire une chose. Bien. La bonne constitution, c'est celle qui règle institutionnellement les problèmes de la Guinée. Quels sont les problèmes de la Guinée institutionnellement? C'est la question ethnique. Il ne faut pas se voiler la face. Ouais. Deuxièmement, c'est la toute-puissance du président. Ouais. Troisièmement, c'est la séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Effectivement. Quatrièmement, c'est le fait que les citoyens, qu'on a enlevé aux citoyens le droit d'être candidat. Il n'y a que 2 pays au monde qui ont tenté l'expérience d'enlever aux citoyens le droit d'être candidat. C'est le Niger et la Guinée. Oula. Le Niger avait le même modèle que la Guinée. La Cour constitutionnelle du Niger, la Cour suprême du Niger, a invalidé. Lorsque quelqu'un est majeur et vacciné, il a tous ses droits. On ne peut pas l'empêcher d'être candidat aux élections législatives et présidentielles. Bien. Le fait de le ramener au niveau des partis politiques, moi je suis parti voir une dame qui gérait le ministère de l'administration, au niveau du ministère de l'administration du territoire. Je suis parti la voir pour lui poser une question. Madame, elle me dit oui. Je voudrais vous demander, je veux créer un parti ou adhérer à un parti. Qu'est-ce que vous me suggérez? Il y a longtemps, elle a dû quitter son poste. Elle m'a dit, est-ce que vous avez des idées? J'ai dit oui, créer un parti. Est-ce que vous voulez vous subordonner aux idées de quelqu'un? Oui, entrer dans un parti. La quasi-totalité des gens qui vont dans les partis à l'heure actuelle, ils y vont parce que tout simplement, c'est le seul moyen d'accéder à des fonctions. Ouais. Donc, si on règle la question du système électoral et on libère la possibilité, donc la bonne constitution, ce que je dis, c'est de regarder les problèmes du pays et de trouver dans la constitution des mécanismes. Cela ne garantit pas, le fait de l'écrit ne garantit pas que ça va être appliqué. Mais au moins ça garantit qu'en réalité, celui qui ne l'appliquera pas, on peut arriver à une situation où on peut s'attaquer à lui parce qu'il a violé la loi. Ouais. Mais lorsque le président, pourquoi en Guinée, prenez n'importe qui, tous les cadres, tout le monde souhaite que le président nomme à tous les emplois civils et militaires. Vous savez pourquoi? Non. Mais c'est très simple. Lorsque le président doit nommer à tous les emplois civils et militaires, vous n'avez besoin que de contrôler le président. Vous n'avez pas besoin de contrôler tout le monde. Ouais. Vous êtes chez lui, vous mangez avec lui, vous dormez avec lui, vous passez toute la journée et vous devenez l'intermédiaire. C'est-à-dire que vous introduisez les nominations. Lorsque les nominations arrivent, vous les falsifiez. Et c'est comme ça que les gens vivent. Ouais. Ce qui fait qu'en réalité, vous avez le président signe un papier dont il n'a pas de connaissance. Ouais. Et il ne sait même pas qui a été nommé. Écoutez, un président de la République, est-ce qu'il peut nommer tout le monde? Non. Mais il ne connaît pas tout le monde. Donnez-lui la possibilité de nommer à un niveau où il est capable de contrôler les ministres, les chefs militaires et les ambassadeurs. Son cabinet. Le reste, il faut laisser aux autres la possibilité de le faire. Parce qu'en ce moment, le ministre assume sa responsabilité. Pourquoi il y a les désordres dans tous les ministères en Guinée? Ouais.
Mais c'est le papier qui t'a amené, c'est le papier qui m'a amené. C'est ce que les gens disent. Oui, mais à ce niveau aussi, le risque, c'est que des chefs de département, des ministres ne nomment que leurs proches. On le dégomme. Ah ben, c'est non. facile. C'est-à-dire que pour ma part, c'est pas forcément la solution. Il faut qu'en amont, on puisse trouver, on puisse mettre en place un dispositif qui enraye cela. C'est important. La règle, c'est que les membres de ton cabinet, les gens à nomination, c'est le ministre qui fait la proposition, c'est discuté en conseil interministériel. Ensuite, c'est discuté en conseil de ministres. Et c'est en conseil de ministres que la décision de nomination est prise. Je vais vous dire, voilà. La pluralité du regard empêche d'introduire des gens incompétents. Dès qu'on dit c'est pouvoir discrétionnaire, c'est le mot que je déteste le plus quand j'entends les juristes me parler. Pouvoir discrétionnaire. Lorsque j'entends les juristes dire ça, j'ai envie de me suicider. Ouh là là. Parce que tout simplement, cela signifie que je peux prendre n'importe quel imbécile dans la rue et je vais le nommer. Mais ce n'est pas possible. Bien. Le pouvoir, on ne peut pas nommer n'importe qui à n'importe quel poste. Bien. Professeur Banobari, notre invité, voilà, ce débat que nous allons prolonger jusqu'au port de midi sur nos antennes. On va continuer avec vous, Mamadou Ouri Diallo. Non, peut-être qu'on va se remettre dans le plan. Pour un peu en rajouter à l'inquiétude des cabinets concernant le nombre de partis politiques. Ouais. Moi, je dis au lieu, est-ce qu'on ne s'est pas trompé de problème? Au lieu de parler de limitation de nombre, est-ce qu'on ne devrait pas formaliser, si vous voulez, l'identification des partis vis-à-vis des obédiences, des idéologies politiques? C'est-à-dire que quand un parti existe, qu'on sache au moins quelle est sa vision. Est-ce que c'est un parti démocrate comme ailleurs, social-démocrate ou écolo ou encore communiste? Même si on ne veut plus que cela existe, c'était juste une question naïve comme cela. Maintenant, en ce qui concerne la Constitution en tant que telle, s'il est évident qu'aucune Constitution ne règle toutes les aspirations du pays ou d'un État, aspirations anciennes, présentes et futures, mais est-ce qu'il est quand même commode, par exemple dans le cas de la Guinée, qu'à chaque fois qu'on parle de nouvelle constitution, parce que il y a des observateurs qui nous font remarquer que sur le cadran de l'histoire, la Guinée sera à sa 5e, sauf si je me trompais, constitution, là où d'autres pays de notre sous-région sont pour certains à 1, d'autres à 2 maximum en 30 ans. Est-ce que on n'aurait pas dû tout simplement, par exemple, la toute-puissance du président dont vous avez parlé, d'autres insuffisances de la Constitution, les réviser quand c'est nécessaire, et la vie de l'État continue à chaque fois, à l'infini, à chaque fois qu'il y a des besoins, on réaménage le contenu de la Constitution au lieu de chaque fois changer. Écoutez, je suis presque certain que la prochaine Constitution sera un amendement relativement lourd de la Constitution de 2010. Bien. Beaucoup de choses qui sont dans la Constitution de 2010 resteront. En termes d'intangibilité, par exemple. Donc, de ce point de vue... Non, si vous voulez, pas sur les intangibilités, non. C'est-à-dire, oui, sur son architecture, sur le préambule, et il y a beaucoup de choses qui vont rester. Ce qui va changer probablement, est-ce que la Guinée va avoir un régime avec un président et un vice-président, ou un président et un premier ministre? Quand j'écoute ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée, il y a deux tendances. Il y a ceux qui proposent un président et un premier ministre. Il y a ceux qui proposent un président et un vice-président. Probablement, ça va devenir un élément sur lequel il va y avoir un débat et au final, il y aura une décision. L'autre des choses, c'est que la Constitution à venir va réduire la toute-puissance du président. L'article 3 de la Constitution de 90, en limitant la candidature seulement aux partis politiques, à mon avis, ça va sauter. Aujourd'hui, tous ceux qui viennent demandent que tout le monde ait la possibilité. Vous savez, dans un régime parlementaire, les candidatures indépendantes sont suicidaires pour un régime parlementaire. Parce que dans un régime parlementaire, il faut que le parti, il faut qu'il y ait une majorité claire qui se dégage à l'Assemblée. Dans un régime présidentiel tel que nous l'avons connu, le président peut ne pas avoir une majorité absolue à l'Assemblée, ça n'empêchera pas de gouverner.
parce que, en fait, dans ce type de régime, il est toujours prévu un veto du président, par exemple, parce que le seul élément le plus important, c'est la loi. Comment vous l'appelez? La loi des finances. Ouais. OK? C'est le seul élément sur lequel l'Assemblée nationale a vraiment une force relativement importante. À mon avis, la constitution à venir va reprendre beaucoup d'éléments. D'autant plus que ceux qui ont rédigé celle de 2010 se trouvent encore au CNT. Donc de ce point de vue, est-ce qu'on ne peut pas appeler ça simplement une sorte d'amendement que de changement constitutionnel? Alors, s'il y avait eu une continuité républicaine, c'est-à-dire que au lieu en 2010, au lieu 2020, au lieu qu'il y ait une nouvelle constitution et qu'il y a plutôt qu'il y ait un nouveau président, une élection, un nouveau président vient et il fait un amendement, on fera comme le Bénin, où on dira, au lieu de tel article nouveau. Ouais. C'est ce que le Bénin a fait. Mais parce qu'au Bénin, il n'y a pas eu de coup d'État. Ouais. Un coup d'État, c'est... On jette l'eau, et l'eau du bain, et le bébé. On recommence à zéro. Bon. Ouais. Ce qui fait qu'en réalité, tous les changements que vous avez, la constitution de 1982 est totalement différente de toutes les constitutions guinéennes depuis l'indépendance. Ouais. Parce que le PDG a voulu, disons, avoir une constitution qui correspond au parti. Vous prenez la constitution de 1990, vous prenez la constitution de 2010. En réalité, la constitution de 2010 est un amendement, une progression, une amélioration de la constitution de 90. Ce n'est pas une nouvelle constitution en tant que telle en réalité. Si vous regardez, parce que moi je fais l'exercice, étant donné que j'ai un peu de temps avec moi, je fais l'exercice de regarder, de comparer, de faire des comparaisons. Ouais. Vous comprenez? Donc, il y aura une nouvelle constitution, mais ne vous inquiétez pas. Les éléments bons dans l'ancienne vont se retrouver et il y aura des éléments nouveaux qui vont changer. Par exemple, sur une des dispositions que le Bénin a inventées, nul ne peut être élu plus de deux fois à la présidence. Probablement la Guinée va récupérer ça pour le mettre. Ouais. Parce que là, vous ne pouvez plus, avec cette disposition... Ça figure dans la constitution de 2010. Non. Ce que le Bénin a fait, c'est différent. La formulation est différente. C'est-à-dire que ce n'est pas de dire tu ne peux pas faire 2 mandats, c'est que toi, en tant que personne, tu ne peux pas physiquement être président plus de 2 fois. Effectivement, voilà. Ça veut dire que la constitution peut changer, mais toi, tu ne peux pas changer. Une telle disposition qui aurait peut-être réglé le problème aujourd'hui au Sénégal. Ça, c'est le Bénin qui a, disons, inventé ça. Bien. Et je suis certain que la Guinée va récupérer ça. Bien. On va revenir sur les régimes. Oui. L'identification des partis politiques par rapport aux idéologies. Écoutez, vous savez, les bons partis politiques, c'est quoi? C'est celui qui gagne les élections. Lorsque... Avant là, vous aviez des partis de gauche, de droite, du centre. Le monde a changé. Depuis la chute du mur de Berlin, les idéologies sont devenues secondaires. Attendez, Macron, il est de droite. Il est hybride. Il est de gauche. Il cherche le pouvoir. Point à la ligne. Ouais. Les partis aujourd'hui ne s'alignent pas sur la base simplement de l'idéologie. Ils s'alignent sur la base, est-ce que je peux capter l'électorat pour venir au pouvoir et exercer le pouvoir? Parce que les partis politiques n'existent que pour prendre le pouvoir. C'est les seules entités dans une société, qui ont comme mandat de prendre le pouvoir. Parce que si nous, là, on se réunit pour discuter, pour prendre le pouvoir, ça s'appelle coup d'État. Mais un parti politique, ça se réunit quelque part et ça dit comment prendre le pouvoir. Et c'est tout à fait normal. Bien. J'aimerais qu'on revienne un peu par rapport au type de régime qu'on pourrait, pour lequel la Guinée pourrait opter dans le cadre de la nouvelle constitution en élaboration. D'abord, dans un premier temps, dites-nous quels sont les différents types de régimes qui existent et quel est celui pour lequel la Guinée pourrait opter et quels en seraient les avantages? Écoutez, il y a
grosso modo, il y a ce que l'on appelle le régime présidentiel. Vous avez le régime parlementaire. Et puis vous avez ce que l'on appelle le régime mixte. À côté, vous avez la monarchie. Et dans la monarchie, vous avez deux variantes. Ouais. La variante où le monarque règne mais ne gouverne pas. Et la variante où le monarque règne et gouverne en même temps. Bien. Et quand vous prenez dans le régime présidentiel, vous avez deux variantes. Vous avez des régimes où le président a un premier ministre. Et vous avez des régimes présidentiels où le président a un vice-président. Dans les régimes parlementaires, nécessairement, c'est toujours le Premier ministre. Alors la royauté peut, lorsque le roi dirige, règne, mais ne gouverne pas, il a un Premier ministre. Ouais. Exactement. Vous n'avez pas deux pays au monde ayant la même constitution. Même quand c'est un régime présidentiel, si vous regardez le détail, vous allez vous rendre compte qu'il y a des différences. Effectivement. Chaque pays est différent. Maintenant, on a des chapeaux pour permettre de faire une étude comparative. La réponse à la question que vous posez, Oui. quel régime? Il y a mon point de vue, celui de Bano, qui est un individu singulier, qui n'a aucun pouvoir, et d'ailleurs pour lequel certains disent qu'il ne doit pas parler. Ça veut dire que je devrais retourner dans mon village pour diriger la prière. Ok? Parce que j'ai eu le malheur de servir ce pays à un moment donné de son histoire. Mais lorsque j'enseignais, pendant des années, j'ai commencé à enseigner en 1987, lorsque j'étais encore étudiant. Et j'ai formé des milliers et des milliers. En ce moment-là, aussi longtemps que je suis resté à l'université, ces messieurs-là ne me demandaient pas de mourir. J'aurais dû rester au Canada. Lorsque j'ai terminé ma thèse, entre le moment où j'ai terminé ma thèse et le moment où je suis rentré en Guinée, il s'est passé moins d'un mois. Je suis venu en Guinée pour offrir mon savoir, ma connaissance et ma compétence à la Guinée. Et je suis resté à l'université pendant près de 25 ans sans jamais solliciter un poste. Je n'ai jamais sollicité un poste administratif en Guinée. Tous les postes que j'ai obtenus, c'est le fait du hasard. Les gens, à un moment donné, ont considéré que lui, probablement, il connaît ce qu'il fait et il a eu un poste. Donc, c'est ma proposition à moi. Oui. Compte tenu de la configuration ethnique de la Guinée, compte tenu des pesanteurs qui existent dans cette société, pour moi, le meilleur régime, c'est un régime présidentiel avec un vice-président. Bien. Et je vais Pourquoi? dire pourquoi. Oui. Pratiquement, la question ethnique apparaît en Guinée à 3 niveaux. À l'élection présidentielle, aux nominations dans l'administration, Forcément, oui. et dans l'accès au marché public de l'État. Dans la vie courante de tous les jours, la question ethnique n'existe pas. Ouais. Si vous voulez vous marier, vous trouvez la femme que vous voulez, vous ne vous posez jamais la question sur son appartenance ethnique. Ouais. Si vous êtes pauvre, vous allez marier une cousine. Si vous êtes très riche, on vous trouvera une cousine. Celui qui se marie en dehors de son groupe, c'est quelqu'un qui a réussi. Dans un pays comme la Guinée, pour étouffer la question ethnique, si vous avez remarqué, elle n'apparaît qu'au deuxième tour, Ouais. rarement au premier tour. Ouais. On est bien d'accord. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un ticket. Président et vice-président. Ouais. Comme aux États-Unis. Si vous avez un ticket, vous aurez des combinaisons mathématiques si compliquées que la question ethnique
ne peut plus être mise de l'avant. Il faut être un imbécile pour être sous-sous et avoir un vice-président sous-sous. Ouais. Et ça veut dire que si je suis candidat Peul, moi je suis Peul, j'ai intérêt à choisir le meilleur colistier, celui dont je suis certain qu'il est capable de m'apporter le maximum de suffrages. Et comme ça, et je ne veux pas d'un Premier ministre. Je veux président et vice-président sans Premier ministre. Je veux que le président gère directement son gouvernement. C'est ma petite expérience que vous j'étale. partagez, ouais. Parce que lorsque vous avez un Premier ministre, vous lui donnez quelques postes à nomination. Il nomme. Ceux qu'il a proposés et ceux qui sont proposés par le président ne sont pas traités par lui sur le même pied d'égalité. Ouais. Et vous avez forcément une situation, quand vous avez une dualité au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire président et Premier ministre, dans la gestion, ce qui va se passer, c'est qu'en réalité, vous avez deux possibilités. Vous avez un Premier ministre qui ne sert à rien, donc c'est le premier des ministres. Ouais. Et vous avez une deuxième variante, un Premier ministre suffisamment efficace qu'il a envie de vous remplacer. Donc, chaque fois qu'il se rase la barbe, il se demande quand est-ce qu'il va vous mettre au dehors et récupérer votre poste. Au lieu d'avoir une situation pareille, pour qu'il y ait une unicité du pouvoir, il est préférable d'avoir un président avec un vice-président qui est en fait son second et il gère directement. Et il utilise le cabinet de la présidence pour pouvoir l'aider à gérer le gouvernement. Et que toutes les nominations passent à l'Assemblée nationale pour les ministres et les ambassadeurs. Oh. Merveilleuse idée. Ah, Quelque chose qui me tient tellement à cœur. Pas pour que les députés refusent, mais pour que les députés auditionnent ceux qui vont devenir ministres pour faire une note technique au président de la République. Ouais. En disant, vous voulez nommer telle personne. Emmanuel, nous l'avons écouté. Sur les questions liées à son secteur, nous pensons qu'il a la compétence nécessaire. Ouais. Il nous a prouvé qu'il a une vision. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez voulu nommer Talibé, on est désolé. Nous n'avons pas été satisfaits. Le président peut toujours garder Talibé. Ouais. Mais il sait a priori que la note technique qui lui a été faite par l'Assemblée indique qu'ils ont un problème, qu'ils ont décelé un problème de compétence. Ça, à mon avis, est que les ministres aient la latitude de proposer les gens le cadre de son cabinet, mais que cela passe par le conseil interministériel pour qu'il y ait un débat, dossier sur dossier. C'est-à-dire qu'on ne dépose pas un nom, on dépose à la fois le CV, mais aussi les diplômes. Et je dis tous les diplômes. Et on dépose l'original qui est photocopié par le ministre et qui va le déposer. Il ne dépose pas une photocopie. Parce que vous savez, les cyber à Conakry, hein, ça fabrique des photocopies. Bien sûr. Donc, on dépose l'original et le ministre photocopie et on dépose en conseil interministériel. Et puis, on évalue les dossiers. Sur chaque poste, il faut qu'il y ait un minimum de 3 dossiers. 3 candidatures. Ouais. Et on évalue et on classe les 3 personnes et on va en conseil des ministres pour débattre. Et à la fin, le président signe le décret de nomination. Je vais vous dire une chose. Ouais. Lorsque les personnes qui sont nommées sont compétentes, ont été choisies en toute transparence, sur la base de leur capacité et de leur performance, il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient honnêtes et qu'ils soient sérieux au travail. Ouais. Lorsque quelqu'un sait qu'il a été nommé en catimini et qu'il n'a pas de compétences, il sait par qui il a été nommé et comment et qu'est-ce qu'il doit faire pour que celui qui l'a nommé soit satisfait. Vous vous rappelez du temps de Lansana Conté, beaucoup de gens venaient remercier Lansana Conté. Il dit, ce n'est pas moi qui t'ai nommé. Va voir telle personne. Ouais. On lui demande de nommer des gens qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas une bonne façon. Parce qu'en fin de compte, le seul qui paye les pots cassés en Guinée, ce sont les présidents.
je n'ai jamais entendu, depuis 1958, un ministre assumer les responsabilités des actes qu'il a posés dans son ministère. Pendant le règne du président, il va assumer. Mais dès que le président s'en va, il va dire, ah, vous savez, nous, on n'avait rien, on ne contrôlait rien, on ne pouvait pas faire ceci et cela. Donc, puisque tel est le cas, il est préférable pour tous les présidents de se protéger. Se protéger. Parce que si tu n'as pas nommé des gens, s'ils ont failli, ce n'est pas ta responsabilité, c'est la responsabilité de ceux qui t'ont proposé. En tout cas, je considère, maintenant, moi je ne suis pas spécialiste du droit, mais je considère que les propositions que j'ai entendues et que j'ai téléchargées de l'association des magistrats et d'autres acteurs pour permettre à la magistrature d'avoir une très grande une indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif, à mon avis, vont dans la bonne direction. Peut-être qu'un débat contradictoire sur chacun des éléments permettrait d'approfondir et de regarder la faisabilité de la chose. Parce qu'encore une fois de plus, c'est la faisabilité qu'il faut regarder. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est tenable? Est-ce que ça ne crée pas des problèmes dans le système? Voilà, grosso modo, ce que je propose. Bien. Ouais, et si tu peux mettre, parce qu'il y a tellement de réactions voilà, qui arrivent, voilà, beaucoup d'auditeurs qui demandent la même chose, la prolongation. Nous, les auditeurs, donc nous demandons, voilà, c'est pas stabilisé. Bonjour Abouakar, vraiment merci professeur Bano pour votre courage et abnégation pour la patrie. J'aime très bien quelqu'un qui s'assume. L'humilité est la chose la plus payante. Soyez honnête et sérieux, comme professeur Bano, Selou, depuis Coloma, Ahmed Sekou, voilà, c'est tellement de belles réactions et des auditeurs qui demandent une prolongation de cette émission. C'est ce qu'on va faire. Voilà, vous posez votre question avant d'aller à la pause. Allez. Non, c'est une observation, ça me conforte dans ma position parce que le docteur a parlé de débat contradictoire. Je l'ai dit tantôt, peut-être le lieu, c'est au-delà du CNT, il faut un cadre où il y aura ce débat. Un docteur Bano face à une autre sommité de la sociologie qui a une vision contradictoire, par exemple, et bien que sur la toute-puissance du président, par exemple, c'est intéressant de regarder leurs thèses et antithèses. C'est de ça que vous parlez. Il faut recréer ce cadre-là. Oui, je pense que ça va se faire. Ok. Je ne suis pas membre du CNT. Je ne peux donc pas... je présume... C'est un souhait. Voilà, je présume que il y aura un cadre plus restreint, probablement qui va avoir lieu au niveau du CNT, donc dans les locaux du CNT. Et là, ce sera une parole de technicien. Et probablement, il y aura aussi des étrangers qui viendront accompagner le processus pour que, disons, que l'on sache est-ce que les autres ont rencontré le même problème que la Guinée à un moment donné de son histoire pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Je pense que ça va se faire. Bien. En tout cas, on a intérêt à ce qu'on soit très sérieux dans ce processus. Cette fois-ci, voilà, cette fois-ci. Voilà, Talibé, je pense qu'il est l'heure d'aller à la pause. Là, on a 2 minutes. Oui, professeur, la question de l'équilibre des pouvoirs a toujours été une question fondamentale. Vous parliez tantôt justement de cette promiscuité que certains dénoncent entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Pour vous, c'est quoi les recettes justement pour garantir un véritable équilibre entre les pouvoirs en Guinée? Écoutez, n'étant pas juriste, je ne me suis pas beaucoup, disons, j'ai pas beaucoup lu. Ce que j'ai compris, c'est que le modèle que nous avons est le modèle français. Ça veut dire que les procureurs, les juges, en fait, toute la magistrature guinéenne, comme la magistrature française, en fait, est totalement liée au ministère de la Justice. Alors que le ministre est un homme politique, il a un poste politique. Est-ce que le modèle anglo-saxon est applicable en Guinée? Je ne pense pas. Je sais qu'aux États-Unis, les juges sont élus. Je ne pense pas qu'on puisse l'avoir. Et pourquoi? Parce que c'est un peu compliqué. Si vous voulez faire une élection de juge,
si vous voulez, non, à mon avis, c'est un peu compliqué. Ouais. Il faut avoir un niveau de culture, un niveau de connaissance de la population qui soit très élevé pour permettre en fait que les gens puissent. Et aux États-Unis, au niveau du tribunal, vous avez toujours des assesseurs qui viennent de la population, qui ont été choisis. Et c'est eux, en réalité, le juge est là pour orienter les débats, pour poser des questions. Mais au final, c'est eux qui vont prendre la décision. Ce que je suggère, oui, le juré, exactement. Ce que je suggère, c'est de couper le cordon ombilical entre que les procureurs restent liés à l'État, c'est normal. Ce que je propose, c'est de dire le président de la République cesse d'être président du Conseil supérieur de la magistrature. 1. Que le ministre ne soit plus membre de droit du Conseil supérieur de la magistrature. Que ce soit un cadre du ministère, le secrétaire général, ou je ne sais pas qui soit membre. Comme ça, il n'a pas d'autorité sur les magistrats. Ensuite, que les nominations des magistrats transitent par... Le CSM. Oui, exactement. Le Conseil supérieur de la magistrature. OK. Ouais. Et validé en dernier ressort par, oui. le Parlement. Oui, l'appel à candidature. Je suis pour l'appel à candidature. Et je Bien. suis pour l'appel à candidature, même dans l'administration. Très bien. Je vais vous dire. Bien, docteur, on est obligé de marquer la pause. Il y a tellement de choses intéressantes à savoir et à comprendre avec professeur Bano Barry. On parle là aussi du Parlement, de quel type de Parlement, parce que il y a des propositions aussi qui vont dans ce sens-là. Un Parlement bicaméral ou un Parlement avec une seule chambre. Tant et tant d'aspects donc à évoquer en compagnie de notre invité. Nous marquons la pause pour nos conseils achats, pour un nouveau point info à 10h, et plutôt à 11h. On reviendra donc pour continuer ce débat. Vous aurez la possibilité de vous adresser directement à professeur Bano Barry pour lui poser vos questions. On revient dans quelques minutes. Docteur et professeur, on va vous laisser répondre aux questions que vous avez notées, notamment celle des achats bureaux, en lien avec voilà, une question forcément qui était dans notre plan d'interview. Oui, je pense que c'est une proposition à faire. La Guinée a intérêt à avoir 2 chambres. Bien. La deuxième chambre, le Sénat, puisqu'il s'agit de ça, serait un endroit où on retrouverait ceux qui sont actuellement membres des coordinations. On pourrait aussi y nommer tous les anciens présidents, tous les anciens premiers ministres, quelques anciens ministres, mais qui ne sont pas dans des activités politiques, qui ont donc mis fin à toute activité politique, des enseignants-chercheurs, des syndicalistes, des gens de la société civile. Ouais. À mon avis, cette deuxième chambre, si on la met en place, on devrait se passer du Conseil économique et social. Très bien. On a trop d'institutions républicaines. Ouais. Je pense que le médiateur de la République, on peut mettre une croix. Donc ça nous amène à parler des réformes institutionnelles. Oui. Ouais. La Cour constitutionnelle, elle est déjà fermée. Il faut la ramener de là où elle vient. Dans la cour... au sein de à l'intérieur de la Cour suprême. Oui. L'association des magistrats propose sa résurrection. Oui, mais je dis encore une fois de plus. Vous savez, il y a un modèle juridique. Le modèle juridique de Cour suprême est un modèle anglo-saxon. Le modèle avec une cour de cassation, une cour constitutionnelle, c'est un modèle français. Je comprends très facilement que des magistrats formés dans la doctrine française proposent ça. Mais il faut qu'on fasse l'économie des institutions. Ouais. Vous savez, l'un des reproches les plus acerbes qui a été fait à la Constitution de 2010, c'est la prolifération d'institutions. C'est comme si on avait taillé des institutions pour des copains et des coquins. Le Haut Conseil des collectivités n'a jamais vu le jour.
La HAC ne doit pas être une institution républicaine, c'est une institution indépendante et technique. La Cour des comptes devrait être une institution technique et indépendante. Ça n'est pas nécessaire que ce soit une institution républicaine. Je pense qu'on doit faire l'économie et avoir grosso modo une haute, disons la haute cour de justice. Oui, la haute cour de justice. On doit avoir la Cour suprême. On doit avoir deux assemblées, l'Assemblée nationale plus le Sénat. Et puis avec un mécanisme de désignation de ceux qui doivent aller au niveau du Sénat. Et puis les autres institutions, il faut qu'elles deviennent simplement des institutions indépendantes. Plus naturellement l'organe de gestion des élections. Il faut que ce soit un organe technique. Je pense que grosso modo, vous savez, il faut tenir compte aussi de ce que ça coûte en termes de dépenses. La même chose que je pense que dans les propositions à venir, il faut éviter de laisser au président le soin d'avoir le gouvernement, le nombre de gouvernements qu'il souhaite. Il faut encadrer. Pour moi, il faut encadrer. Dans la nouvelle constitution, oui, il faut encadrer. Le nombre de ministères. Non, pas le nombre exact. Une fourchette ne peut pas dépasser, par exemple, 25 ou 27. Pour éviter qu'il rencontre un de ses copains d'enfance. Ah, tu es où? Tu fais quoi? Ah, tu ne fais rien? Ah bon? Bien, je vais te nommer conseiller à la présidence ou je vais te nommer ministre. Non, il faut arrêter ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit... Vous savez, j'ai lu un document qui a été fait par des chercheurs en gestion qui ont montré qu'en Afrique, il est préférable d'avoir des textes normatifs suffisamment précis plutôt que d'avoir des textes qui laissent la possibilité à des interprétations. Parce que ce sont ces interprétations qui permettent en réalité, après, je comprends les juristes quand ils écrivent. Ils ont envie d'avoir du travail. C'est-à-dire qu'ils écrivent pour pouvoir, après, avoir la possibilité d'être appelés pour pouvoir dire le droit. Interpréter. Mais je pense qu'il faut arrêter ça. On doit arrêter de jouer avec tout ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit très précis là-dessus. Maintenant, lorsque j'entends dire que lorsqu'on met un ticket, il y aura... Ce sont les deux grands groupes ethniques de la Guinée qui vont être à la présidence. J'ai dit possible. Un candidat qui veut avoir la présidence choisit un colistier qui a une base électorale, qui a suffisamment d'appui pour lui permettre en réalité de gagner les élections. En Guinée, la configuration ethnique du pays, officiellement, il y a 24 groupes ethniques. Officiellement. Ouais. Sur ces 24 groupes ethniques, on a 2 qui ont un poids démographique relativement important. Ce sont les Peuls et les Malinké. Et puis on a 2 autres groupes qui... 2 ensembles, on va dire Soussou, puisque c'est un ensemble. Dans cet ensemble, vous avez les Baga, vous avez les Landouma, les Mikiforé. Et puis vous avez un ensemble qu'on appelle l'ensemble de la Guinée forestière, en fait qui est composé grosso modo des Kissiens, des Pelé, des Loma. Où sensiblement le poids des Loma, des Pelé et des Kissiens, c'est sensiblement, disons sensiblement le même. Je pense qu'il n'y a pas de risque majeur pour qu'il y ait, et puis il faut tenir compte de l'intelligence des candidats, de partir de l'hypothèse, parce que le candidat individuel que nous avons hérité de la France ne nous a en tout cas pas donné les meilleurs résultats jusqu'à présent. Et il faut être fou pour garder toujours le même système lorsqu'on a eu la même chose et ça n'a pas marché. C'est pour cela qu'on propose des changements. Maintenant, encore une fois de plus, ce sont des propositions. Ouais. S'il y a d'autres propositions plus pertinentes qui permettent aux jeux politiques de se dérouler sans tenir compte des questions ethniques, moi je suis preneur. Bien. Un scrutin à un seul tour à l'élection présidentielle,
ne serait pas une bonne chose. Parce qu'il pourrait, avec 35%, devenir président. Il est bon que ce soit un scrutin... à 2 tours. Oui, ou alors un scrutin majoritaire. S'il gagne au premier tour à 51% ou 50, je sais pas, il passe. Les limitations d'âge. Je vais vous dire une chose. D'après les documents que j'ai lus, il semble que notre espérance de vie en Guinée serait de 50 et quelques, en tout cas moins de 60 ans. Ok. Ça veut dire que, je ne sais pas l'âge de Lincoln, mais probablement on est tous déjà devenus des cadavres, nous. Vu sa barbe. Oui, c'est ça. Sa barbe blanche. Voilà, on serait peut-être déjà des cadavres. Ok? Et à mon avis, il faut arrêter d'infantiliser la population guinéenne. Si la population, quand quelqu'un est majeur, il est vacciné, il a ses droits, laissez-le être candidat. Que le peuple dise, il est tellement vieux qu'il ne peut pas gravir les escaliers. Et surtout quand son aptitude sanitaire a été validée par un collège médical. Oui, mais il y a ce dispositif dans la même Constitution ça, encore une fois de plus. Écoutez, tous ceux qui ont 55 ans en Guinée ont déjà des maladies chroniques. Diabète, tension artérielle. En tout cas, moi j'en ai, et je suis certain que tous ceux qui sont de ma génération et un peu plus jeunes que moi ont traîné la même chose. C'est pas pour rien que je ne prends pas mon petit déjeuner jusque dans les environs de 12 heures et je commence par du djindian. Si l'on considère que il faut avoir, comment on appelle ça, moi je suis même d'accord que tous les jeunes qui ont atteint l'âge d'être électeurs, qu'ils soient candidats. Si quelqu'un considère... Même à 18 ans. Et Allah, et après. Donc, attendez. Si quelqu'un a la capacité de voter, il a la capacité d'être candidat. Il faut être honnête avec les gens. Ben, on sait bien qu'en Guinée, Attends, je n'ai rien contre les oui. plus jeunes. Le droit Je n'ai de rien contre religion. les plus jeunes. Mais attendez. Si généralement, les candidats... Entre 15 ans, 25 ans, c'est pas très mature. Hein. Laissez-le être candidat. Bien. Laissez-le être candidat et demandez-lui de faire campagne. Lorsqu'il va se rendre compte qu'en réalité il ne peut pas, il va désister. Mais pourquoi on se fatigue à vouloir, disons, considérer qu'on est plus intelligent que tout le monde? En tout cas, Sarkozy, je crois qu'il a été maire de quelle commune à 20 combien 22, laissez les gens être candidats. Bien. Si quelqu'un a 75 ans, il veut être candidat à la présidentielle, laissez-le être candidat. Quand il va arriver à la présidence, il va se rendre compte. Vous avez vu mon ancien patron, quand il était président et quand il a quitté le pouvoir, il a rajeuni. Ouais, il a rajeuni, c'est vrai. Lui-même il l'a dit. Je peux vous garantir, si vous me voyez maintenant et si vous me voyez quand j'étais ministre, j'ai rajeuni. Ouais. Parce que là-bas, on passe le temps à faire des complots sur vous. Ouais. Et comment voulez-vous? Je vous dis à longueur de journée, j'ai eu mon diabète et ma tension quand je suis devenu ministre. À cause de la pression sociale. Non, à cause des complots. À cause des complots. Mais est-ce que vous serez favorable à l'idée d'une forte caution à imposer à chaque candidat? Si vous mettez une forte caution, vous voulez éliminer les candidats les moins fortunés. Donc, quelle est votre proposition? Ma proposition, c'est d'avoir une caution qui soit raisonnable. On peut pas... Jusqu'à combien? Écoutez, moi, je n'ai pas de chiffres en tête, mais je dis encore une fois de plus. Et ce n'est pas une concours. Parce que la caution, elle est passée à 1 milliard, sauf de ma part. En tout cas, à plus de 100 000 $. Non, c'est trop ça. Je pense que 500 millions comme caution. Comme ça, au moins, si la personne ne gagne pas, il ne perd pas beaucoup d'argent. Puisque pour récupérer tes 500 millions, il faut avoir 5%. Bien. Alors, Voilà. l'autre question qui revient, c'est celle relative aux candidatures indépendantes. Est-ce qu'il faut les permettre à tous les échelons des différentes élections? À toutes les élections. Je suis pour. C'est votre proposition? Oui. Je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas en même temps vouloir une limitation des partis politiques et en même temps
comment on appelle ça, refuser les candidatures indépendantes. Il faut laisser aux gens la possibilité d'être candidats. C'est aussi simple que cela. Écoutez, est-ce que vous savez quel est le bon candidat? Est-ce qu'il vient? J'ai entendu dire qu'on risque d'avoir des narcos qui vont... Ah, bien sûr. Écoutez, les narcos, s'il y en a, ils peuvent financer un parti. Vous connaissez combien ça coûte une élection présidentielle? Vous savez d'où vient l'argent de la campagne électorale? Alors, je vais vous dire. Alors, comment garantir la transparence du financement des partis politiques, des sources de financement des partis politiques? Idéalement, c'est l'État qui devrait subventionner les partis politiques ou les candidats aux élections présidentielles. Si l'État ne finance pas, les gens vont trouver de l'argent. Grosso modo, qui finance les campagnes? Ce sont des opérateurs économiques. Ouais. Ce sont des entreprises internationales ou des entreprises installées en Guinée. 3, ce sont des présidents étrangers. Ouais. 4, ce sont des donateurs internationaux. La communauté guinéenne à l'étranger aussi participe au financement. Ouais. Si nous ne voulons pas ce type de financement, il faut que l'État finance. Par exemple, au Québec, il est calculé sur... si vous avez des députés, il y a le coût d'un député. Et ce coût de député est payé directement au parti. Ce qui fait qu'en réalité, le parti a de quoi vivre, de faire fonctionner sa machine administrative à partir de ce financement. Ici, en réalité, il n'y a que l'argent pour rembourser la campagne, la candidature à la présidence. Ouais. Nous ne pouvons pas. Il est possible que l'État guinéen décide de mettre 5% de son budget national au financement, pour le financement des partis politiques. Attendez, les médias sont subventionnés, non? L'église, les mosquées sont subventionnées. Mais pourquoi on ne subventionne pas les partis politiques? On peut le faire. Avec des critères. Avec des critères. C'est le nombre de députés. C'est le nombre de députés. C'est-à-dire que la subvention ne commence qu'après l'élection législative. Et de cette manière, est-ce qu'on peut contrôler, en tout cas, le plafonnement des dépenses? Oui, en ce moment, oui, ça devient possible. Et ce financement-là, on peut même, puisque c'est de l'argent public, on peut déterminer les lignes éligibles de cet argent. En disant, on vous donne ce financement, ça ne peut financer que le secrétariat du parti, les assistants parlementaires, ainsi de suite. Ce sont des lignes qu'on peut fixer pour dire, voici les éléments de dépense de la ligne. Bien. À partir de ce moment, vous avez le financement. Bien. On va donner la possibilité à Manu. Oui, on va donner la possibilité à Manu, l'icône, de poser leur question. Ah, votre première question. Ma première question. Depuis près de 3 heures. Oui. Bien, parce qu'on doit ouvrir l'antenne à 35 quand même. 35. Permettez que je pose cette question sur l'organe de gestion des élections. On sait que l'enjeu, justement, après, ce sera celui-là, quel que soit le processus électoral, c'est l'organisation de l'élection. Quel est aujourd'hui, selon vous, justement, le type d'organe de gestion des élections vers lequel on devait aller pour, évidemment, s'assurer un processus électoral plus sérieux? On n'a pas besoin de réinventer la roue. On prend le meilleur modèle. Le meilleur modèle, c'est celui du Ghana. Et la Guinée a envoyé plusieurs fois des délégations pour aller regarder comment ça fonctionne. Et ils sont revenus et ils n'ont pas appliqué. C'est une CENI technique, un organe de gestion technique. Et il faut que les gens qui vont là-bas, il faut déterminer le profil de chaque poste. Faire un appel à candidature, utiliser un bureau de recrutement pour recruter les meilleures candidatures pour être au niveau de cet organe. On peut même déterminer certains postes qui ne soient pas liés à la nationalité. C'est-à-dire qu'on cherche des techniciens de très haut niveau, quel que soit le pays d'origine. Si vous postulez, si vous êtes bon, vous pouvez être dedans, l'informaticien ou je ne sais pas quoi. J'ai aussi entendu la presse, TAM, se prononcer au nom de la presse sur des propositions. Je suis pour ce qui a été dit. C'est-à-dire, pour assurer la transparence du processus, il faut que la presse ait une possibilité légale
de pouvoir faire du monitoring des résultats à temps réel par bureau de vote. Ouais. Pas dire là, c'est l'organe de gestion qui publie les résultats. Non, la presse doit publier à temps réel, comme ça s'est passé au Sénégal. Exactement. Et les instituts de sondage. Exactement. Ouais. À temps réel. À temps réel. Il faut démocratiser. Je vais vous dire une chose. Oui. Partout où il y a du secret, il y a de la fraude. Ouais. Vous savez ce que ma mère me disait? Elle me dit, Amadou, j'ai dit oui. Si tu manges du riz, même avec ta mère, l'ampoule s'éteint, augmente la quantité, parce qu'elle est en train d'augmenter. Dans l'obscurité, tout le monde est malhonnête. Et l'absence, quand il n'y a pas de transparence, quand on met ça en catimini entre quatre murs, entre quelques personnes, naturellement, ils sont tentés de falsifier les résultats. L'autre des choses qu'il faut faire, les PV au niveau des bureaux de vote. Il faut que les PV dans les bureaux de vote aient des éléments de sécurité qui ne sont pas visibles par œil nu et qui soient uniques pour chaque bureau de vote. Ce qui fait qu'en réalité, parce que je vais vous dire une chose, j'ai suivi les élections en Guinée. Je suis un spécialiste de la fraude, puisque j'ai publié un article comment frauder les élections. Je sais comment on fraude les élections. Le PV, les spécialiste PV, de la fraude. Oui, c'est ça. Professeur. Oui, la fraude, les PV sont souvent revendus. C'est-à-dire que ceux qui sortent du bureau de vote, on ramène des PV vierges, on donne, on dit, on vous vend un PV vierge pour changer les résultats et mettre les résultats que vous voulez. Eh ben. Parce que les partis politiques n'ont pas la capacité de couvrir tous les bureaux de vote de Guinée. Même si l'UFDG dit l'avoir fait, je en dis, 2020. laisse tomber, c'est pas vrai. Eh ben. Il n'y a aucun parti qui a la capacité financière de déployer du personnel sur l'ensemble des bureaux de vote du pays. Peut-être le parti au pouvoir, sauf le parti au pouvoir. Même lui, il ne peut pas. Il va utiliser la position administrative pour le faire. Mais en réalité, il n'a pas la capacité. Exactement. Donc ça, ensuite, il y a une disposition qui se trouve. C'est pour cela que je souhaite que dans ce débat constitutionnel, que les lois électorales fassent partie d'un sujet de débat pour pouvoir toiletter les lois électorales. Parce que je vais vous dire une chose. J'ai regardé les lois électorales. Vous prenez le magistrat qui a envoyé c'est CACV au niveau de la préfecture. Est-ce que vous savez? C'est le seul en Guinée qui est premier et dernier recours. C'est-à-dire qu'il peut invalider quelque chose et il n'y a pas de recours. Ça s'est passé lors du scrutin communal, là, okay, où on a annulé des résultats des préfectures des exactement, villes, des magistrats, mais on n'a pas repris les élections. Exactement, parce que tout simplement, ce magistrat, il est devenu à lui seul Dieu. Sinon, dans le système judiciaire, lorsqu'un magistrat prend une décision, il y a un autre magistrat qui vérifie. Et il y a des voies de... Mais là, il n'y en a pas. Donc ça aussi, il faut supprimer, il faut éliminer. Et enfin, il faut s'assurer, et la transparence dont je parle avec la presse sera la principale garantie du processus électoral. Et j'ai déjà dit aux partis politiques il y a longtemps, la CENI politique, la première fois quand il était question de la CENI technique, les partis politiques, parmi lesquels j'avais des amis, notamment Faya Milimono, je lui avais dit il faut envoyer une CENI technique. On m'a dit non, ils vont nous tricher. J'ai dit je préfère être triché par un technicien que d'être triché par mon propre parent. Tous ceux qui ont été envoyés dans les CENI en Guinée ont triché les partis qui les ont envoyés. Eh ben. Voilà. Triché ou trahi? Oui, parce que tout simplement, ils ont reçu des sacs d'argent. Et après... Des adversaires. Oui, c'est ça. Et ils ont tourné les yeux. Ils déchirent leur veste. Bien. Voilà. Oui, allez-y, dernière question. On voit beaucoup de contributions au débat d'orientation. Ça va être quand le tour des sociologues comme vous. Et quelle intangibilité pour la nouvelle constitution? Alors, moi, j'ai déjà passé. J'ai été invité lorsqu'il y avait le symposium sur le constitutionnalisme. J'avais exprimé mon point de vue et j'ai publié mon article, j'ai envoyé mon article. Et on apprend que 102 recommandations ont été tirées de ce débat, de ce symposium sur le constitutionnalisme. Et j'ai été invité aussi sur ce débat constitutionnel. J'ai préféré ne pas y aller. Parce que je considère que j'ai déjà été invité, j'ai déjà fait ma contribution. Très bien. Ça ne sert à rien de me retrouver encore une deuxième fois en situation de visibilité
sur le même sujet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, ce que je fais, c'est que chaque fois que quelque chose est publié, je télécharge, je garde et je fais une lecture comparative entre les différentes propositions pour essayer de déterminer les tendances dominantes par rapport à l'orientation que les populations souhaitent par rapport à la nouvelle constitution. Les intangibilités. Alors, sur les intangibilités, on a parlé de ce que le Ghana, de ce que le Bénin a eu à faire. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que... Il faut limiter le nombre de mandats à combien? Alors, ma proposition à moi, oui, mais je suis on veut vous entendre minoritaire. Voilà, je suis minoritaire en Guinée. Un seul ou deux mandats? Voilà, moi je suis minoritaire en Guinée. J'avais voulu un mandat de 7 ans non renouvelable. Ouais, personnellement, je suis pour aussi. J'ai été mis en minorité. Personne au CNT, dans ce débat constitutionnel, personne n'a repris ma proposition. Tout le monde veut 5 ans renouvelable. Ouais. Mais je vais vous dire. Je suis pour un seul mandat de 7 ans. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je l'ai voulu. Si vous permettez. Vous savez, en Poulard, on dit celui qui a vu, celui qui s'est échappé et celui qui a entendu ne court pas de la même manière. Moi, j'ai été dans le gouvernement. Vous arrivez, quelle que soit votre intelligence, vous arrivez à un poste ministériel. Si vous êtes très brillant, il vous faut 1 an pour comprendre la machine. La deuxième année, vous élaborez les documents. Vous cherchez le financement. La quasi-totalité des financements viennent de l'étranger. Quand vous envoyez un document à la Banque mondiale ou à l'autre, je peux vous garantir, entre le moment où ils vont décider et le moment où vous allez avoir l'argent, vous êtes à la 4e année. L'élection présidentielle arrive, on arrête tout, on rentre en campagne. 5e année, on rebelote. On recommence à zéro. Si c'est la même équipe qui est reconduite, il y a des chances que certaines choses puissent aller. Idéalement, une équipe qui est élue, un président qui vient, il met en place une équipe. S'il a 7 ans, il a le temps de faire du travail et d'arriver à des résultats que lui-même il voit et il s'en va. Ouais. La chose la plus frustrante pour un ministre, pour un président, c'est que tu commences un projet, tu mobilises des ressources, les investissements arrivent, le travail commence, tu t'en vas. C'est la fin de ton mandat. Ouais. Ceux qui vont te remplacer n'ont même pas la gentillesse de dire que ce travail-là, c'est toi qui l'as fait. C'est frustrant. Pour celui qui a fait le travail, c'est frustrant. Parce que tu as passé des nuits blanches à faire ce travail. Tu as arrêté toutes tes activités. Tu t'es focalisé sur ça. Tu voulais avoir un résultat. Au moins si le résultat est là, on ne te le connaît pas. Mais souvent, celui qui vient à ta place, il dit, celui qui était là, il ne connaît rien, tout est mauvais. Il jette le bébé avec l'eau du bain. Il lui faut 3 ans pour comprendre que ce que tu avais dit là, ce que tu avais commencé là, c'était ça. Et il recommence sur ça. Et après, il dit, ça vient de lui. Alors qu'il ne fait que copier. C'est pour cela que je voulais 7 ans non renouvelables. Soit 2 mandats américains, moins 1 an. Tu prends un mandat de 7 ans, tu fais tes résultats, tu rentres chez toi. Bien. Allez, rejoignez-nous pour participer à ce débat sur 81-85. Le numéro qu'il faut composer pour vous adresser directement à notre invité pour lui poser vos questions sur la future constitution guinéenne. On a 2 auditeurs, donc on va essayer de les prendre rapidement. Le tout premier que nous accueillons. Bonjour. Oui. Bonjour, M. Diallo. Bonjour, M. Alia Konsoba, bienvenue. Alors, posez votre question. Moi, je vais demander à votre invité, qui est le félicite, je vais lui demander pourquoi tous les cadres dans ce pays aujourd'hui, il dit que tant qu'il n'est pas soit président ou ministre qui ne travaille pas pour leur pays, pourquoi ça? Pour finir, c'est par rapport à ce mois à Dingrain, pourquoi depuis 58, nous, on souffre et on est, chaque jour, il y a des milliards qui sortent à Dingrain. Qu'est-ce qui fait ça? Merci. Je ne sais pas si le professeur a noté sa première question. Est-ce que vous pouvez répéter votre première question? Alors, il est déjà parti. Nous accueillons le second auditeur. Bonjour. Bonjour, cher Omo, bonjour à tous. Bonjour, cher Omo, Aboubakar Bigop du PADES. Nous vous écoutons, cher Omo.
Et je voudrais dire bonjour au professeur Ballot pour la qualité du débat, y compris vous, les journalistes. Ma première question, ça va dans le même sens que le professeur par rapport aux élections. Lorsqu'il parle du système, surtout le fraude électoral, je pense que notre pays a une preuve par tout le problème de ce pays est généralement issu aux élections parce que tous les candidats, ils ne sont pas rassurés que le système est fiable. Et tant que ce système n'est pas fiable, les contestations, nous passons tout notre temps à cela. Et deuxièmement, quand tu parles du nombre de mandats, surtout le nombre d'années, je suis de ceux qui pensent effectivement qu'il faut donner un mandat à chaque président et qu'il ait le maximum de temps de mettre ses projets en société parce que les élections, ça coûte excessivement cher et que nous sommes un pays pauvre, comme il a dit tout de suite. Quand vous êtes dans un gouvernement, une année, 2 ans, après vous préparez les élections, vous ne faites que distribuer de l'argent alors qu'il n'y a pas de boulot. Les gens sont à la maison. Je pense que cette proposition, ça doit intéresser aujourd'hui. Ça doit retenir l'attention. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus une contribution. Abouaka Bigop du PADES qui était en direct. Est-ce qu'on a un autre qui appelle dans cette émission? Bonjour. Bonjour Abouakar et à toute l'équipe. Bonjour pour l'autoroliste. Nous vous écoutons. Merci vraiment. Je vais commencer par féliciter le professeur Banou. J'ai 2 petites questions. La première, quel pouvoir donner aux maires, c'est-à-dire à l'intérieur? Parce que vous savez, chaque fois, si vous regardez à l'intérieur du pays, il y a des maires là-bas, même si ce n'est pas les politiques qui ont envoyé ces maires là-bas, mais ils sont toujours au sol du pouvoir. Que faut-il, quel pouvoir donner vraiment à ces maires? Et aux différentes élections, on a toujours 2, 3 élections ensemble. Est-ce qu'il ne faut pas voter une loi pour faire toutes les élections ensemble sans scinder les élections? Organiser des élections générales. Bien. Docteur, à vous la parole. Le coût des élections. J'ai vu dans une étude qui a été réalisée en Guinée que entre 2015, les élections de 2015 et les élections de 2020 ont coûté 350 millions d'euros. Wow. C'est-à-dire que ça pouvait financer la construction de la route entre Koya et Kankan. En Occident, les gouvernements n'assurent pas le développement. Le développement existe. Vous avez vu, en Belgique, ils sont restés plus d'1 année sans gouvernement et le pays fonctionnait normalement. Ouais. En Afrique, le gouvernement passe nécessairement par l'action gouvernementale. Le développement passe nécessairement par l'action gouvernementale. Ouais. En Occident, vous avez pratiquement chaque année une élection. Vous avez une élection à la mairie, une élection régionale, une élection... Il y a tellement d'élections. Pourquoi la multiplicité des élections en Occident? C'est pour permettre à ce que le peuple exprime sa frustration. On nous dit de faire le même modèle avec les coûts que cela suppose. C'est énorme. C'est pour cela que j'ai proposé, je pense que je suis minoritaire, je l'accepte, mais le jour où ils vont se rendre compte de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vécu, ils comprendront qu'il est préférable d'avoir une élection couplée chaque 7 ans que d'avoir régulièrement des élections. D'autant plus que, si vous avez remarqué, les partenaires techniques et financiers sont très prompts à financer nos élections. Mais pourtant, ce n'est pas ça notre priorité. Il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, au lieu de mettre tout cet argent dans ces élections, il faut faire autrement, faire des élections générales. Les maires. Les maires. Alors, il n'y a pas encore en Guinée une réflexion aboutie, collective, sur la décentralisation. Il y a Dr Berete qui a fait une thèse de doctorat là-dessus. Les textes que nous avons élaborés en Guinée sur la décentralisation, en fait, la décentralisation ne concerne que le niveau le plus bas de l'échelle, la mairie. Ni la préfecture, ni le gouvernorat. C'est-à-dire, ni les entités les plus en capacité d'assurer cette décentralisation. Je pense que notre décentralisation
est une décentralisation de façade. Elle n'est pas réelle. Bien. On a notre texte qui dit voici les compétences à ramener au niveau des collectivités, mais en réalité, ces compétences, on veut les ramener au niveau de la mairie et non pas au niveau de la préfecture et du gouvernorat. Je pense qu'il faut qu'on soit cohérent. Si nous voulons la décentralisation, faisons-la. Bien. Faisons-la en éliminant à la fois le sous-préfet, le préfet et le gouverneur, et en lieu et place, élisons des responsables qui vont assumer l'administration territoriale. Mais il faut. Que direz-vous de ceux qui pensent qu'il faut penser à des assemblées territoriales, donc à des exécutifs territoriaux au niveau des régions et au niveau des communes? Ok. Comme c'est le cas au Congo, en RDC. Oui, on peut le faire. Il faut bien réfléchir à tous les paramètres liés à cela. Ça veut dire quoi? Est-ce que ce sont les régions naturelles ou les régions administratives ou les régions dites naturelles? Ou est-ce que ce sont les régions administratives? Les régions administratives que nous avons à l'heure actuelle n'ont pas la viabilité pour avoir cette structure. Il est préférable que ce soit au niveau des régions dites naturelles. Ça veut dire que c'est Kindia, c'est Labé, c'est Kankan, c'est Zérékoré. Cela signifie qu'il faut changer le mode de gestion actuel de l'administration territoriale en supprimant les régions administratives que nous avons. Ouais. Mais encore une fois de plus, le problème en Guinée, c'est qu'on ne discute pas. On impose tout. Et parce que même la modification de ces gouvernorats et tout ce qui s'ensuit, parfois c'est simplement lié à des considérations personnelles. Je vous rappelle une chose. La capitale ici était à Koya. Lansana Conté devient président, il ramène à Dubreka parce qu'il est de Dubreka. Le découpage de Dubreka prend une partie de Conakry pour rendre Dubreka viable. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça en Guinée qui ont été faites dans le temps, simplement pour des considérations personnelles. En réalité, il faut qu'on soit... On a créé aujourd'hui des sous-préfectures dont on est certain qu'elles ne sont pas viables. Bien. Donc, grand merci. Il faut discuter. Oui, malheureusement, tu ne pourras plus poser ta question parce que la radio, c'est l'heure. Cela fait donc 2h30 que nous sommes dans ce débat, dans cette interview avec professeur Alpha Amadou Banobari. Il était notre invité prestige du jour. J'espère que vous avez aimé, que vous avez beaucoup appris également en sa compagnie. C'était donc une partition de ce éminent sociologue, de ce éminent enseignant guinéen, ancien ministre donc dans le cadre du débat d'orientation constitutionnelle qui a lieu en ce moment dans notre pays. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Tout le plaisir a été pour nous de vous avoir servi depuis 8 heures, donc en 4 heures chrono, pour vous aider à comprendre, à savoir et à comprendre. Merci à vous tous, merci à tous les 6. Grand merci à Ibrahim Baben Diallo, Ibrahim Assila, à notre CM aussi, à Ouri Abdoulaye. Merci de rester en notre compagnie. Les programmes continuent dans un instant, film midi, avec la grande voix de Amadou Diallo.